je voudrais vous parler globalement de l'envers de la dette, mais ce titre, l'envers de la dette, on pourrait dire c'est l'escroquerie de la dette. C'est-à-dire comment, en fait, ce qu'on prétend être une dette de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident, ou vis-à-vis de la France, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, et cette dette, elle n'est pas d'abord économique, elle est d'abord politique. C'est-à-dire que je vais vous parler de politique. Je suis un économiste, parce que j'ai fait de l'économie il y a un peu plus de 35 ans, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on luttait contre les problèmes d'injustice, d'inégalité, etc. Bien, aujourd'hui, je suis un économiste qui pense que ça passe d'abord par la politique, c'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme le Cameroun, par exemple, qui est un pays riche, extraordinairement en ressources matérielles et en ressources humaines, son seul problème, c'est pas la richesse, c'est la légitimité du pouvoir. Si vous avez un pouvoir qui passe son temps à détruire tout ce que les gens fabriquent et à organiser la corruption, comment voulez-vous qu'un peuple s'en sorte? Donc les problèmes sont des problèmes de légitimité, et vous allez voir pourquoi ces problèmes de légitimité se posent. Alors avant de vous parler de la France-Afrique, je vais vous parler un tout petit peu de l'historien de longue période Fernand Braudel, qui est le plus grand historien du XXe siècle, qui a beaucoup écrit sur la Méditerranée, vous le savez sans doute, parce que ça va nous éclairer sur les enjeux, et notamment sur ce qui est arrivé à l'Afrique. Braudel décrit toute l'histoire de l'économie, mais aussi de la politique, comme une maison à 3 étages. Vous avez en bas, au rez-de-chaussée, l'économie de subsistance, de survie, d'autoconsommation, la pêche, la chasse, l'agriculture locale. L'humanité a vécu l'humanité a vécu pendant plus d'1 million d'années exclusivement dans ce rez-de-chaussée. Et puis progressivement, il y a eu ce qu'on appelle l'échange local. L'image la plus achevée, c'est l'échange ville-campagne au Moyen-Âge, avec les gens qui allaient de leur campagne jusqu'à la ville dans la journée et qui rentraient le soir, et on voit bien la place du marché, etc., etc. Donc cet échange local, il a commencé il y a 10 ou 15 000 ans, il se poursuit toujours, et puis ensuite Braudel parle de l'échange au loin. C'est-à-dire que des gens ont été capables de monter des expéditions à travers des caravanes transcontinentales, à travers ensuite les navires qui allaient jusqu'en Extrême-Orient, et puis ensuite, grâce à l'essor des télécommunications, à l'essor des moyens techniques et financiers, un certain nombre de gens ont pu s'extraire du marché local pour conquérir des positions mondiales, et ces gens-là vous parlent en permanence du marché, mais en fait, leur seule ambition, c'est grâce à leurs moyens, leur super moyen de se placer en position de monopole ou d'oligopole, comme on dit, c'est-à-dire d'être un ou deux à contrôler le marché. Autrement dit, ce que décrit longuement Braudel après un travail de plusieurs décennies et dans son ouvrage majeur Civilisation matérielle, économie et capitalisme, c'est que vous avez 3 étages de l'économie, l'étage d'extrême proximité, ensuite l'échange local, et puis vous passez à l'économie monde ou à la macroéconomie, l'économie au loin. Ici, on ne pratique pas encore les règles du jeu de l'économie, ici on les pratique, et ici on ne les pratique plus. Vous avez la même chose en politique, vous commencez dans la famille et le clan, ensuite vous avez la démocratie locale, parce que toute la démocratie, tout le débat public a toujours été local, d'abord en contrariété au pouvoir absolu. Et puis ensuite, vous avez la macropolitique, et au niveau macropolitique, on ne pratique plus les règles de la démocratie. Si vous regardez les grands enjeux du monde, le jour où les promoteurs de la démocratie, les Américains, appliqueront à l'échelle de la planète la règle de la démocratie, un homme, une voix, vous viendrez me chercher, mais je crois que je ne serai plus là. Donc, on est dans un système où, ici, on ne pratique pas les règles du jeu de la démocratie, du débat public, ici on les pratique, ici on ne les pratique plus. C'est la même chose en football. Vous apprenez à jouer au football dans la rue, dans la formelle, à côté de chez vous. Ensuite, il y a des millions de personnes qui se mettent à vouloir un arbitre et à pratiquer les règles du jeu. Et puis quand vous vous appelez Bernard Tapie ou Berlusconi, vous commencez à trouver que la glorieuse incertitude du sport, c'est bon pour les autres, mais pas pour vous. Vous avez la même chose dans d'autres domaines. Donc vous avez un mécanisme
que décrit Braudel, qui est un mécanisme sociologique où l'humanité fonctionne avec un étage de proximité, puis ici on apprend à survivre, on apprend à échanger, on apprend à naviguer par des phénomènes d'initiation qui permettent de construire les différents étages et très souvent ce qu'on appelle le capitalisme, c'est quand cet étage-là écrase les autres, parce que les autres sont tout à fait indispensables, ils sont même plus qu'indispensables, c'est-à-dire que vous avez deux types de sociétés. Les sociétés ballon de rugby, attendez, c'est un œuf, là, c'est vraiment pas... Bon, enfin, la société ballon de rugby et la société en sablier. La société ballon de rugby, c'est les sociétés, j'aurai l'occasion d'y revenir parce que je terminerai, après vous avoir décrit des choses assez horribles, je terminerai sur une note positive. La société ballon de rugby, c'est quand l'étage intermédiaire, qui est l'étage des règles du jeu, est dilaté de telle manière que les gens ne sont pas enfermés dans les ghettos du rez-de-chaussée, et les femmes qui, dans beaucoup de civilisations et dans une grande partie de l'histoire, ont été cantonnées au rez-de-chaussée, n'accédant pas à l'échange, qu'il soit économique ou politique, dans ces systèmes où on a pu dilater l'étage des règles du jeu, elles ont la possibilité d'accéder à cet étage, et inversement, si l'étage des règles du jeu est dilaté, eh bien, il arrive à fonctionner en contre-pouvoir pour empêcher le double langage de l'étage supérieur d'être excessif ou de délirer. C'est-à-dire que quelque part, on empêche que ces gens qui sont là et qui en permanence font le contraire des règles du jeu qu'ils prétendent faire appliquer, puissent exagérer. Quand la confiance se perd, c'est-à-dire que quand dans les règles de l'économie, de la politique, de la science, du sport, de la nourriture des bovidés, etc., tout commence à se perdre, les gens se disent « mais je ne vais pas être le dernier à ne pas tricher ». Et à ce moment-là, l'étage intermédiaire qui est dilaté par la confiance dans les règles du jeu se crève comme un ballon et on passe dans le système en sablier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un cycliste qui croit qu'on peut courir sans être dopé. Et par conséquent, on passe dans ce domaine-là. Autrement dit, si vous voulez, ce qui fait qu'il y a une démocratie, qu'il y a un développement, etc., suppose qu'il y ait une confiance dans un minimum de règles du jeu, et quand ces règles du jeu sont trop atteintes, on passe dans des sociétés extrêmement violentes où il y a des très riches, il y a des très pauvres, et les très riches gagnent au détriment des très pauvres. Alors, pour comprendre l'enjeu que je vais vous raconter maintenant sur l'envers de la dette en Afrique, il faut voir ce qui s'est passé depuis l'an 1000. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Donc, en l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local, et ils accédaient à l'économie monde, à la macropolitique, à l'économie monde, etc. De même, il y a tout le travail d'Anta Diop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique, est une absurdité totale. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À partir de 1500, il y a eu les Portugais qui ont encerclé l'Afrique de 1400 et quelques 1450 en l'espace d'un siècle. Autrement dit, avec cet encerclement, et puis ensuite l'esclavage, on a capturé l'étage supérieur, l'accès à l'économie monde de l'Afrique. Ensuite, avec la colonisation, on a folklorisé l'étage intermédiaire. On l'a aliéné, l'étage de l'échange local. Et l'Afrique n'a réussi à survivre à ces 3 ou 4 siècles d'agressions épouvantables qu'en se repliant sur le rez-de-chaussée du clan, de la famille, en hypertrophiant les solidarités de cet étage. Donc ça a été quelque chose de formidable pour l'Afrique, parce que quelque part, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et ces solidarités-là sont très importantes. J'ai écrit tout un livre sur ce fonctionnement
à partir de Braudel, et on s'aperçoit bien que, en permanence, c'est de là que tout repart, c'est là que sont les gènes des civilisations, c'est de là que les valeurs d'une société peuvent repartir. Qu'est-ce que c'est que conquérir l'indépendance à partir de 1960? C'était pour les Africains reconstruire les étages qui avaient été détruits par la colonisation et l'esclavage. Et donc vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer maintenant de la France-Afrique, ça a été un jeu depuis 40 ans qui a consisté en permanence, par toutes sortes de moyens politiques, économiques, barbouzards ou idéologiques, de faire retomber en permanence l'Afrique dans ce niveau-là, en lui disant vous n'êtes pas capable de déployer des règles du jeu, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, à ce niveau-là, ni d'accéder à l'économie monde. Et donc c'est cela l'enjeu dont je vais vous parler maintenant assez brièvement. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est ce qui a été mis en place en 1960, au moment où De Gaulle, à cause de la pression de l'histoire, a dû accorder l'indépendance aux pays d'Afrique. Il a à ce moment-là décrété une nouvelle légalité internationale, l'indépendance. Et en même temps, il a chargé son bras droit, Jacques Foccart, de faire exactement l'inverse. Pour 3 ou 4 raisons. D'abord, pour maintenir le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients, pour maintenir l'accès aux matières premières stratégiques, le pétrole, l'uranium, ou aux matières premières juteuses comme le bois, le cacao, etc., pour maintenir le financement de la vie politique, parce que je vous parlerai tout à l'heure des chiffres de détournement de la rente pétrolière ou du bois, etc., ça représente des centaines de milliards. Et les affaires dont on vous parle en France, ce sont des lotos paroissiaux par rapport aux financements politiques qui viennent de l'Afrique. Alors, ça c'était la troisième raison. Et la quatrième, qui m'est apparue plus récemment à travers un certain nombre de travaux historiques, c'est le rôle de sous-traitant de la France dans la guerre froide au service du camp occidental, c'est-à-dire empêcher une partie de l'Afrique de basculer du côté du camp communiste. Donc, pour ces 4 raisons, De Gaulle demande à Jacques Foccart de faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors, c'est là qu'il faut comprendre le problème. C'est que si on décrète une nouvelle légalité internationale et qu'on fait exactement le contraire, ce qu'on fait est illégal, ne peut être fait que de manière occulte, cachée. Et c'est pour ça que toutes ces relations franco-africaines sont très majoritairement cachées aux yeux du public, parce qu'elles sont inavouables, puisque la nouvelle légalité, c'est l'indépendance. Autrement dit, la France-Afrique, c'est comme un iceberg. Vous avez 10% d'émergés, la France, patrie des droits de l'homme, meilleure amie de l'Afrique, généreuse, etc., toute une face immaculée dans la relation franco-africaine, et vous avez 90% d'immergés, qui est la réalité profonde de la réalité franco-africaine, qui est le système mis en place par Jacques Foccart et qui visait à maintenir la dépendance. Quels étaient ces moyens inavouables? Je vais très vite parce que je voudrais ensuite passer à l'actualité et puis aux enjeux actuels. Quels étaient les moyens parallèles, illégaux, inavouables de tenir cette relation franco-africaine? Le premier, ça a été de faire un grand ménage pour choisir des chefs d'État amis de la France, souvent d'ailleurs avec la nationalité française, parfois tout simplement des agents des services français comme Omar Bongo, qui vivent souvent en France d'ailleurs, tous ces gens-là. Donc on a choisi des proconsuls à la peau noire. On les a choisis comment? D'abord par une guerre civile épouvantable au Cameroun, qui a fait entre 100 000 et 400 000 morts, une guerre digne du Vietnam qui ne figure dans aucun manuel d'histoire. Ensuite, en assassinant les chefs d'État légitimes élus par la population, comme Sylvanus Olympio au Togo, qui a été assassiné par 4 sergents-chefs revenant de la guerre d'Algérie, dont l'un d'entre eux est toujours au pouvoir, Eyadema, tout cela sous la supervision de l'officier français qui était chargé d'assurer sa sécurité. Barthélemy Boganda, par exemple, le centrafricain, est mort dans un accident d'avion suspect, donc on a fait un grand ménage. Ensuite, les autres, on les a promus par la fraude électorale ou par la corruption, les moyens classiques. Il n'y en a qu'un seul qui a résisté, qui est Sékou Touré, mais qui a connu tellement de vrais complots en l'espace de 2 ans qu'il a fini par en voir défaut et par devenir paranoïaque, donc par être écarté quelque part du jeu. Donc, on a mis en place un certain nombre de chefs d'État amis et on a pu tenir ce système
par un ensemble de mécanismes parallèles que je n'ai pas beaucoup le temps de décrire, mais sur lesquels on reviendra si vous voulez. C'est une présence mercenaire, mais ces mercenaires comme Bob Denard, c'était déjà des vrais faux mercenaires, puisque chaque fois qu'il avait un procès, l'ensemble des services secrets venait dire « Mais Monsieur Denard travaille pour vous, pour nous. Ce n'est pas un mercenaire, c'est un corsaire de la République. » Donc on voit bien que c'était des moyens occultes qui en fait ne trompaient pas grand monde. Mais il y a d'autres moyens beaucoup plus subtils, beaucoup plus forts. C'est les entreprises faunées des services secrets français, notamment Elf, dont le Floch Prigent, l'ancien PDG, nous explique simplement que Elf, c'était le faux-nez des services secrets français, c'est-à-dire que les dizaines, les centaines de milliards prélevés sur le pétrole, entre le prix d'achat très, très faible et le prix de vente, et aussi avec les quantités de cargaisons non déclarées, une cargaison non déclarée, ça fait chaque fois 150 millions de francs. Bon, tout cet argent a permis de mener un certain nombre d'actions secrètes, par exemple la guerre de la France contre le Nigeria, cette fameuse guerre du Biafra pour conquérir la partie pétrolière du Nigeria, mais aussi tout un tas de coups d'État, de guerres civiles, de trafic d'armes, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et tout cela a été alimenté par un certain nombre de circuits financiers parallèles, par les surfacturations des gros chantiers, par un certain nombre de petites entreprises de sécurité dans l'environnement pétrolier qui faisaient payer 3 fois leurs prestations et qui étaient dirigées par des gens comme Denard. Donc la différence servait à leurs bonnes œuvres. Ou bien les missions de coopération, nous en avons eu la preuve, avaient des petites sociétés barbouzardes qui leur facturaient 3 fois le prix pour se mettre de côté la différence et puis pouvoir mener leurs actions parallèles. Donc on a mis tout un tas de mécanismes qui permettaient de pomper le fric, si vous voulez, des pompes à fric, qui permettaient de tirer une bonne partie de la substance de la rente des ressources africaines et de l'extraire, notamment, grâce au franc CFA. On vous dit toujours le franc CFA, c'est un cadeau fait à l'Afrique. Le franc CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique, je vous rappelle. Bon. Le franc CFA, étant donné que c'est un franc convertible, ça permettait de manière très simple que quand on faisait un don ou un prêt à l'Afrique, eh bien l'avion repartait aussi vite de Yaoundé ou de Lomé pour aller en Suisse, et là les billets neufs, grâce à la convertibilité du franc CFA, étaient transformés en devises et partagés entre le décideur français et le responsable africain. Une partie de la dette de l'Afrique qui s'explique comme ça. Bon, mais c'est vrai, ça c'est le mécanisme le plus simple, il y en a d'un peu plus compliqué, c'est toujours le même principe. La convertibilité du franc CFA a été l'instrument le plus sûr d'extraire une grande partie des ressources de l'Afrique, et quand je parle de la rente des matières premières, il faudrait rajouter la rente de l'aide publique au développement, parce que si nous en sommes arrivés là, c'est que pendant 10 ans on s'est battu pour faire en sorte que les 40 milliards d'aide publique au développement de nos impôts, que nous croyons servir pour l'aide publique au développement, aillent au moins en partie à destination. Et quand on s'est aperçu que ce n'était pas possible, on s'est dit, il y a quand même un vrai problème. Il y a 98% de ces 40 milliards qui servent à autre chose qu'à lutter contre la pauvreté. Il y en a la moitié qui est détournée, une autre moitié qui sert des objectifs de prestige ou de politique d'influence, et il y en a à peine 2% qui sert à lutter contre la faim ou les problèmes de pauvreté. Nous avons fait une statistique qui montre que quand vous comparez l'aide publique française par habitant avec la richesse d'exportation des pays, eh bien plus le pays est riche, plus il est aidé. Alors, on ne va pas vous dire que c'est pour lutter contre la pauvreté. Plus il est pauvre, moins il est aidé. On voit bien à quoi ça sert et où va l'argent. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais il faut bien voir que toute cette politique qui a été mise en place, donc à la fois de pillage par des moyens occultes, de présence barbouzarde. Alors, chaque chef d'État avait à côté de lui un officier de la DGSE qui était chargé de veiller à la sécurité de ce chef d'État ou le débarquer du jour au lendemain quand il avait cessé de plaire. À Namani Diori au Niger, par exemple, le jour où il est venu l'idée de vendre de l'uranium à autre chose que la France, il a été débarqué immédiatement. Quand Denard a débarqué aux Comores en 1995, il y avait des officiers de la DGSE qui étaient chargés de la protection du président en place. Eh bien, ils se sont retirés pour laisser partir le président, parce que ce président-là, Johar, avait cessé de plaire. Donc on voit bien qu'on est dans un mécanisme du degré zéro de l'indépendance, que ce soit au niveau politique, au niveau monétaire,
Au niveau économique, au niveau militaire, là non plus, je n'ai pas le temps de développer, mais tous les généraux, les officiers sont formés en France, recrutés, n'ont une carrière rapide que ceux qui entrent dans les cercles d'initiés, et ces généraux deviennent assez souvent d'ailleurs chefs d'État et sont dans un copinage permanent avec les réseaux militaires de la France-Afrique. Donc on est dans un mécanisme de captation de la dépendance totale. Pour vous donner un dernier exemple, qui est le plus caricatural, enfin peut-être pas, mais le plus actuel, c'est ce qui se passe au niveau des élections depuis 1990. Parce que, vous comprenez, dans la mesure où on met ici en place des chefs d'État amis, et on leur dit, enrichissez-vous, confondez l'argent public et l'argent privé, donnez l'exemple de la corruption. Dans la mesure où on dit ça à ces gens-là, on comprend bien que le développement, il n'a pas été très loin. Si vous passez du service public, qui restait un tout petit peu au moment des indépendances, au self-service public généralisé, si vous avez cette corruption qui monte, en plus la baisse du cours des matières premières, et puis ensuite, je vous expliquerai le scandale de la dette, vous voyez bien que ces dirigeants, quand est arrivé en 1990 une incroyable poussée démocratique en Afrique, ils ne pouvaient pas dire au peuple « élisez-moi parce que je vais faire le bien et le développement du peuple ». Et à ce moment-là, ils se sont mis, et j'en dirai quelques mots, à utiliser l'arme ultime du politique, qui est l'arme du bouc émissaire, l'arme de la manipulation de l'ethnisme, en disant « si vous ne votez pas pour moi, ce sera l'ethnie détestée qui va venir prendre la place à ma place ». Et c'est ce qui s'est passé exactement au Rwanda, ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire, et qui menace un certain nombre de pays d'Afrique. Mais pour assurer en même temps la continuation de ces régimes usés, mis en place par la France-Afrique, on a trouvé une formule extraordinaire de coopération en iceberg. Mitterrand a déclaré en 1990 « Vive la démocratie en Afrique », je résume, on va vous aider, on va vous fournir des urnes transparentes, des bulletins, pour que le peuple puisse élire ses dirigeants. Alors les gens se sont mobilisés de manière incroyable autour des urnes pour empêcher qu'on les bourre jour et nuit. Ils ont voté à 70-80% pour chasser le dictateur. Et puis, en même temps qu'on faisait cette coopération à ce niveau-là, on envoyait dans la capitale, auprès des ordinateurs chargés de centraliser les résultats, des coopérants très spéciaux issus des réseaux Pasqua ou de la mairie de Paris, où en fraude électorale on est relativement adroit, et avec des logiciels un peu spéciaux, on faisait en sorte que les 80% de votes contre le tyran se transforment en 80% de votes pour le tyran, ou en 52% s'il était modeste. Donc, et cela, ça s'est passé dans 50 élections majeures en Afrique, au sud du Sahara. Il n'y a eu que 2 ou 3 exceptions au début, quand la France-Afrique a été prise par surprise au Bénin, au Congo-Brazzaville, etc. Et puis, 2 ou 3 à la fin, quand des peuples ont trouvé la parade. Au Niger, par exemple, il y avait un dictateur installé par Focard, il a été renversé, la France a hurlé à l'interruption du processus démocratique, n'est-ce pas, puisque le dictateur a été renversé. Et donc, les officiers qui avaient renversé le dictateur ont organisé des élections tout seuls, et ça a été les élections les plus incontestées d'Afrique depuis 40 ans. Bon, au Sénégal, où il y avait un régime ultra corrompu, ils ont trouvé la parade en jumelant les téléphones portables et les radios locales, ce qui fait qu'ils ont annoncé en direct les résultats, court-circuitant les manœuvres qui se passaient à ce niveau-là avec les réseaux france-africains. C'est pour ça qu'on a retardé l'apparition des portables au Tchad. Bon. Donc, on a mis en place un tas de systèmes qui permettaient, et c'est le cas, je ne vais pas vous détailler toutes ces élections, mais ceux qui connaissent un peu l'Afrique le savent, ça a été le cas au Cameroun, au Gabon, au Togo, à Djibouti, en Mauritanie, encore récemment au Bénin, et c'est ce qui est en train de se jouer à Madagascar, où il se passe des choses absolument extraordinaires ou monumentales, où il y a un mouvement depuis 3 ou 4 mois pour affirmer la légitimité d'une élection contre une pseudo-légalité d'une commission constitutionnelle totalement bidon. Et si le peuple de Madagascar gagne, c'est quelque chose de très important pour l'Afrique parce que ça va donner des tas d'idées à beaucoup de gens. Donc je vous invite vraiment à soutenir le combat du peuple malgache parce que c'est un combat absolument décisif pour l'Afrique. Parce que c'est un combat pour essayer de vaincre cette fatalité imposée de l'extérieur. Et vous
vous observerez bien entendu que la France prétend qu'il faut défendre la légalité dans l'affaire. Bon, la France, pour ça, pourquoi? Parce que Madagascar a des émeraudes, parce que Madagascar a un tas de choses qui passent toujours pour le financement des partis politiques. Alors, je continue sur cette affaire. Je voudrais, parce qu'on a assez peu de temps et je voudrais laisser du temps pour le débat, vous parler de l'envers de la dette et vous en parler à partir de deux cas exemplaires qui sont le Congo-Brazzaville et l'Angola. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment on est en train de passer de la France-Afrique à la mafia-Afrique, c'est-à-dire une forme de mondialisation de ces phénomènes. Et puis je terminerai par un aspect beaucoup plus positif, c'est-à-dire comment on peut inventer une nouvelle solidarité internationale. Alors, le Congo-Brazzaville. La dette, d'abord. La dette, après toutes ces magouilles, ces manœuvres que je vous ai décrites, les appétits se sont aiguisés parce qu'il y avait de la corruption, il n'y avait plus assez d'argent dans la rente des matières premières. Et donc, à la fin des années 70, on a trouvé une idée absolument géniale. On a dit aux Africains, écoutez, on va vous faire une aide publique au développement supplémentaire formidable. On va vous prêter à 1, 2 ou 3%, par exemple, alors que le taux du marché est à 10 ou 12%. Et la différence, on va dire, c'est cadeau, c'est de l'aide publique au développement. Donc, on va vous prêter à tout va. Sauf que, on a prêté pourquoi? La moitié, comme je vous le disais, est repartie directement en Suisse ou dans les paradis fiscaux. L'autre moitié a servi à des projets somptuaires, des palais, aménager le Boeing de Bongo, etc., etc. Ou ça a servi également à ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des projets dont le seul intérêt était d'être des gros chantiers pour des entreprises françaises. Des projets facturés 3 fois, recommencés 5 fois, ou par exemple un hôpital dont le coût de fonctionnement est supérieur au budget de la santé du pays, donc il ne fonctionnera pas, ou un IUT dont le coût d'entretien est supérieur au budget de l'éducation, donc il ne sera pas entretenu. Tout un tas de choses qui sont complètement à côté des nécessités du développement, et quand vous vous retrouvez 15 ans plus tard à devoir rembourser de l'argent qui était soi-disant cadeau, mais qui est quand même une dette, avec quoi allez-vous le rembourser? C'est-à-dire que cet argent, les gens n'en ont jamais vu la couleur. Alors ça, c'est le phénomène, j'allais dire, ordinaire. Avec le cas du Congo-Brazzaville, on passe à une échelle qui est encore beaucoup plus incroyable. Beaucoup plus incroyable. Parce que là, on a un phénomène que je voudrais que vous arriviez à comprendre, parce qu'il est un petit peu extraordinaire. C'est que on a un pays qui a du pétrole. Alors, depuis qu'il a du pétrole, la France-Afrique, ELF, etc., lui prend son pétrole. Elle lui prend son pétrole, il y en a un tiers au moins qui n'est pas déclaré, qui passe au noir. L'or noir passe au noir. Dans des cargos qui vont se vendre sur les marchés parallèles. Jamais le gouvernement congolais n'a eu la possibilité de savoir combien il y a de pétrole qui sortait de chez lui. On lui donnait de temps en temps une feuille de papier avec 3 chiffres. Bon. Avec interdiction d'aller vérifier. Bon. Donc, le pétrole, on lui pompe son pétrole. Et puis, à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la dette. On dit aux gens, écoutez, endettez-vous, on va vous faire un château à Paris, on va vous donner de l'argent par là, etc. Et donc, on fait ce qu'on appelle des prêts gagés sur le pétrole. On a vendu le pétrole pour 10 ans, 15 ans, tout le pétrole à venir. Et avec ça, ces prêts gagés, on vous explique qu'on passe par 30 ou 40 intermédiaires. On fait le tour de tous les paradis fiscaux. Chaque fois, il y en a un qui prend 1 ou 2%. Chaque fois, ça augmente la dette. Et puis, ensuite, on revend la dette, etc., etc. Et puis, c'est comme des œufs en neige. On vous a fait une dette au départ sur du pétrole que vous allez extraire dans 5 ans. Et cette dette, à force de se monter comme des œufs en neige, elle se multiplie par 3, 4, etc. Et vous vous retrouvez avec un des pays les plus riches d'Afrique, qui est le Congo-Brazzaville, qui, à la fin, a une dette qui est égale à 3 fois sa production annuelle globale, son PIB, comme on dit. Donc, vous avez quelque chose d'extraordinaire. On vous prend le pétrole, et à la place, au lieu de vous mettre de l'argent, on vous prend de l'argent. On vous enlève 3 fois l'argent. C'est quand même une opération formidable. Alors, je ne vous rentre pas dans tous les détails, parce que les mécanismes qui passent par les paradis fiscaux, tous les intermédiaires, il y en a des quantités, je décris ça en détail dans l'envers de la dette, c'est un peu compliqué, mais le résultat, il est là. C'est-à-dire, c'est pas plus et moins, c'est pas de la comptabilité en partie double, on prend du pétrole, on met de l'argent. Non, on prend du pétrole et on arrive à prendre de l'argent. Et puis alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a une partie de cet argent qui sert à acheter des armes
On arme les deux cours de la guerre civile, comme je vais vous l'expliquer, et avec ça, le pays est détruit. Bon, c'est extraordinaire. Comme criminalité répétitive, c'est quand même intéressant. On prend le pétrole, on met la dette, on détruit le pays. C'est assez radical. Alors évidemment, le pays, après ça, est dans une difficulté assez importante pour aller discuter le pourcentage du pétrole. Et donc je vais vous raconter ça, non plus sous l'angle de l'envers de la dette, mais sous l'angle de l'actualité politique, criminelle et militaire du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé en 1990 ? On avait une dictature dirigée par M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso, c'est un personnage assez folklorique, anti-impérialiste, développant des discours sur l'inégalité, le marxisme, etc., etc. Mais le Floch a une phrase magnifique, il dit « Le Congo a été un temps marxiste toujours sous contrôle d'Elf ». C'est-à-dire qu'il y avait un agent des services français qui était déguisé en marxiste et qui était en fait le contrôleur d'Elf. Bon, alors cet agent-là, c'était monsieur 17%. Pourquoi ? Parce qu'il ne demandait pour son pays que 17% du pétrole. C'était quand même un monsieur bien confortable. Alors, par ailleurs, il touchait de l'argent grâce à tous les détournements, mais ça, c'est une autre affaire. Pour Elf, ça ne coûtait que 17% du pétrole déclaré. Alors, il y a un grand mouvement démocratique qui apparaît à partir de 1990. Les gens se réunissent en conférence nationale souveraine, c'est un peu comme 1789, tout le peuple se met ensemble, on élabore une nouvelle constitution, on veut redémarrer la vie politique et démocratique du Congo-Brazzaville. À ce moment-là, les gens se disent, mais on voudrait quand même un petit peu plus d'argent du pétrole, on va demander le double, 33%. C'est insupportable à Elf, et on a trouvé la preuve dans les coffres-forts d'Elf, ce qui est rarissime, lors d'une perquisition menée par les juges Joly et Wisniewski, d'un coup d'État préparé aussitôt pour renverser la démocratie par Elf, le réseau Pasqua et le réseau Focard. On a trouvé les détails de la préparation. Ce coup d'État a échoué, un président a été élu, certes imparfait, qui a beaucoup de reproches à se faire, mais au moins c'était l'élu de la population. Mais pendant ce temps-là, et là je n'ai pas le temps de vous raconter cette histoire qui est assez compliquée, mais aussitôt, les réseaux France-Africains, les réseaux Pasqua, Focard, Chirac, etc., tout le monde s'est employé à remettre en place monsieur 17%. Oui, j'ai oublié de dire que, après la conférence nationale souveraine, monsieur Sassou Nguesso s'est présenté aux élections, il a eu 17%. Donc c'est vraiment monsieur 17%. Donc, monsieur 17%, il fallait le remettre en place. Donc, comment on a fait ? On a commencé à larguer des armes. Monsieur Sassou Nguesso a un gendre assez riche, un voisin qui s'appelle Omar Bongo, président du Gabon. Monsieur Sassou Nguesso a des relations dans toute la classe politique française, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. On a commencé à larguer des armes. On a une préparation politique qui a été faite également depuis la mairie de Paris, par un certain monsieur Probst, enfin je passe sur les détails. Et en 1997, donc une guerre civile se déclenche pour renverser le pouvoir qui avait été établi par le renouveau démocratique du Congo-Brazzaville. La guerre civile a duré 4 mois. Pour renverser le régime en place, je suis obligé de vous dire la liste de tous ceux qui ont participé parce que c'est assez incroyable. Il y avait toute une partie de l'armée qui était fidèle à Sassou Nguesso, des miliciens qui ensuite vont commettre une série de crimes contre l'humanité qu'on appelait les Cobras. Mais la France a amené 1000 soldats tchadiens pour aider. Il y avait une partie de la garde présidentielle de Mobutu, de sinistre mémoire, qui s'était repliée de l'autre côté du fleuve, donc à Brazzaville, qui a contribué à combattre aux côtés de Sassou Nguesso. Il y avait toute une partie de l'armée qui venait de commettre le génocide au Rwanda 3 ans auparavant, qui s'était réfugiée comme par hasard au Congo-Brazzaville, en France-Afrique, et qui a contribué également aux côtés de M. Sassou Nguesso. Un certain nombre de mercenaires dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, pour finir, l'armée angolaise qui est venue envahir le Congo pour achever de réinstaller le dictateur. Alors, l'armée angolaise, c'est quand même pas rien. C'est là que, bon, il faut voir la désinformation que nous subissons. Vous savez, vous avez peut-être entendu des présidents ces temps derniers vous expliquer que la France n'intervenait plus jamais militairement en Afrique. Eh bien, vous avez peut-être aussi entendu parler, parce que je veux aussi en reparler, de l'Angola Gate, c'est-à-dire de ce scandale de fourniture d'armes à un pays en guerre civile, l'Angola, par le réseau Pasqua, M. Falcon, M. Guedamac, M. Marchiani, etc., etc. Eh bien, Marchiani a déclaré devant le juge, mais attendez, c'est pas une affaire subalterne, cette affaire. Nous avons négocié avec l'Angola pour lui fournir des armes, et en contrepartie,
Il a dit ça au juge. En contrepartie, l'armée angolaise allait intervenir pour les intérêts de la France dans les guerres civiles des deux Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Ce sont les deux guerres civiles les plus meurtrières d'Afrique en ce moment, ou qui ont été les plus meurtrières. Donc sans que vous le sachiez, sans que le Parlement le sache, eh bien il y a eu la France, par Angola interposé, par Tchadien interposé, par Mobutuiste interposé, etc., a mené une guerre qui a contribué à détruire le Congo-Brazzaville. Et je n'ai pas le temps de développer, mais dans cette guerre, les deux camps de la guerre civile ont été armés par des trafiquants d'armes liés aux pétroliers avec l'argent de la dette. Si je continue, M. Sassou Nguesso, M. 17% revenu au pouvoir et recommençant les mêmes pratiques, la guerre civile, un bout de guerre civile, renaît un an plus tard. Et entre décembre 98 et décembre 99, le rouleau compresseur angolais, tchadien, les miliciens, etc., les mercenaires dont je vous parlerai, ce rouleau compresseur a fait au Congo-Brazzaville minimum 100 000 morts, une cinquantaine de radours sur glane, plus de 20 000 viols ethniques, plus en un an que tout ce qui s'est passé au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez la couverture de presse de ces 3 derniers événements pendant la même période. Regardez ce qu'on vous a raconté sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, l'un des tout premiers fournisseurs pétroliers français et le berceau de la France libre. Rien. Une censure quasi totale. Et, bien entendu, ce pays, maintenant, sa normalisation est achevée. Le dictateur vient d'être légitimé par de pseudo-élections. Et on vient de dire, M. Sassou Nguesso, donc, est un élève modèle de la nouvelle guerre du bien contre le mal. Il s'est évidemment le premier à s'enrôler auprès de M. Bush. Parce que dans cette affaire, évidemment, les Américains étaient tout à fait d'accord. Alors, simplement, pour vous donner encore un tout petit exemple, j'ai essayé d'accélérer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour vous donner un tout petit exemple du fonctionnement de la France-Afrique, dans cette affaire-là, il y a eu tout un tas de mercenaires français, et ça c'est quelque chose de très inquiétant pour la démocratie, parce que tous les grands pays occidentaux, aujourd'hui, pour ne plus intervenir militairement officiellement, sont en train de développer dans des proportions considérables des sociétés de mercenaires qui pourront échapper aux lois de la guerre, mais qui sont en fait complètement contrôlées par les services secrets. Et il y a deux types de vrais faux mercenaires. Il y a eu un triplement depuis 1990 du nombre des soldats qu'on pourrait appeler des forces spéciales, qui dépendent maintenant directement du commandement des opérations spéciales, le COS, qui est rattaché hors hiérarchie à la présidence de la République. Autrement dit, depuis 1990, le président de la République française dispose de sa garde présidentielle comme n'importe quel chef d'État africain. Et il peut mener des guerres secrètes, ce qu'il a fait au Rwanda et ce que Chirac a fait au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le ministre de la Coopération français a vendu la mèche dans Jeune Afrique. Il a dit qu'il y a vraiment beaucoup trop de confusion au Congo-Brazzaville, parce qu'il y a quantité de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. Parce que c'est tout simplement des militaires des forces spéciales qui se déguisent en mercenaires, qui font un intérim de mercenariat et qui porteront à nouveau leur uniforme demain. C'est quand même tout à fait gênant. Mais il y a encore pire. Il y a tous les mercenaires d'extrême droite qui sont répandus à travers toute l'Afrique et dont le vivier est constitué par la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, le DPS, Département Protection Sécurité. Il y a 1700 hommes là-dedans, anciens gendarmes, anciens militaires, anciens policiers. Toutes les sociétés de mercenaires françaises recrutent parmi ces 1700 hommes. Il y a au moins une quinzaine de sociétés de mercenaires, et quand nous sommes plaints de la présence de ces mercenaires au Congo-Brazzaville, au ministère des Affaires étrangères, on nous a dit, mais il faut respecter la liberté du commerce. Alors, ces sociétés, pour voir un peu de quoi il s'agit, il faut que je vous raconte très brièvement l'histoire de Bernard Courcelles. Bernard Courcelles est un officier du plus secret des services de renseignement français, qui s'appelle la sécurité militaire ou la DPSD. La DPSD est chargée entre autres du contrôle des trafics d'armes et des mercenaires. En 1980, il démarre sa carrière avec un certain Bruno Gollnisch, qui a fait une autre carrière par la suite. Bernard Courcelles, chargé de contrôler les mercenaires, il crée sa société de mercenaires avec son frère, qu'on verra ensuite dans les 15 années à venir. Ensuite, il est chargé de la sécurité de l'entreprise Lucher, qui fournit des armes à l'Irak et à l'Iran pendant toute la guerre des années 80.
car la stratégie occidentale, c'était que la guerre dure le plus longtemps possible. Ensuite, je passe quelques épisodes, en 1990, il devient en quelque sorte le garde du corps de Madame Mitterrand-Bis, Anne Pajot. Madame Mitterrand-Bis était conservatrice du musée d'Orsay, et pas du Quai d'Orsay, pardon. Et Monsieur Bernard Courcelles a été chargé de la sécurité du musée d'Orsay. Quand on sait les dizaines de millions, pour ne pas dire les centaines de millions, que Mitterrand a dépensé pour garder le secret de sa vie privée, on peut difficilement imaginer un personnage plus près du cœur du pouvoir. Or, sans transition, en 1994, M. Bernard Courcelles est nommé directeur de la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Il passe de Mme Mitterrand-Bis à Jean-Marie Le Pen sans transition, et pendant 6 ans, il va être le directeur de ce vivier de mercenaires, qui l'enverra un peu partout, en Afrique et ailleurs. En 1999, il devient directeur de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui venait de commettre une série de crimes contre l'humanité, et 2 mois plus tard, directeur de la sécurité des installations pétrolières françaises au Gabon, un poste tout à fait marginal. Donc vous voyez cette espèce de glissement entre Mitterrand, les trafics d'armes, les mercenaires, la garde présidentielle de Le Pen, la sécurité des installations pétrolières, ça a quelque chose de tout à fait hallucinant. Et vous avez peut-être vu récemment sur France 3, après un interview dans Libération, qu'un repenti de chez Courcelles avait expliqué comment ils faisaient leurs coups en Afrique, comment de temps en temps ils venaient aussi menacer des opposants en France, et comment, quand ils étaient un peu trop désœuvrés, on les envoyait dans les quartiers sensibles brûler des voitures pour y attiser aussi un peu l'ethnisme, parce qu'il n'y a pas de raison de développer le racisme seulement en Afrique. Donc vous voyez quand même que ces mécanismes sont assez inquiétants pour la démocratie. Alors je continue dans le négatif avant de passer un peu plus dans le positif, parce qu'il faut aller au fond du négatif. Il faut quand même nettoyer un peu les esprits de ce côté-là. Alors, il faut un petit chiffon. Je passe à l'Angola. L'Angola, c'est un pays très contrasté. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Il y a d'énormes gisements d'or noir, de pétrole. C'est l'Arabie saoudite du XXIe siècle. Des patates d'or noir, de pétrole, gigantesques au large de l'Angola. Et en même temps, c'est le pays le plus malheureux d'Afrique parce qu'il est en guerre civile depuis 25 ans. On sait aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé, que les Américains, les Français et d'autres armaient les deux côtés de la guerre civile. D'ailleurs, à Elf, c'était très simple. Sirvin armait les rebelles et Tarallo armait le gouvernement. Donc ça pouvait durer longtemps. Donc, un pays en guerre civile, un pays avec une richesse pétrolière extraordinaire. Alors, à ce niveau-là, quand il y a tant de pétrole, il faut partager les risques. On fait ce qu'on appelle des consortiums, c'est-à-dire des camemberts. Donc vous avez une grande patate d'or noir qui va produire 3-4 millions de tonnes, et vous avez ceci qui n'est pas un signe de paix, 43% pour Total Elfina, 43% pour une société anglo-saxonne, Chevron, Exxon ou tout ça, parce qu'évidemment, l'opposition, la guéguerre franco-américaine ou franco-britannique, c'est de la propagande à usage subalterne. Quand il s'agit de choses sérieuses, on s'entend. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, il y a 10% pour une société qui s'appelle Falcon Oil. Alors, Falcon Oil, c'est M. Falcon qui a enlevé un nœud et qui a fondé une société pétrolière aux États-Unis. Il n'est pas plus pétrolier que vous et moi, mais lui, le pasquoyen anti-américain, s'est installé à côté de Bush et était le plus gros contributeur de la campagne électorale de Bush. Puis à côté, vous avez une société de mercenaires israéliens, l'Efdan, et ce type de schéma, avec d'autres sociétés, vous le retrouvez dans toutes les patates d'or noir. Autrement dit, vous avez un gisement gigantesque, est inscrit pour toute sa durée de vie la fourniture de biens et services de guerre. C'est comme ça que tous les pays d'Afrique et d'ailleurs, qui ont le malheur d'avoir du pétrole, au lieu que ça les enrichisse, ça les appauvrit, parce que la guerre est dans les gènes de l'exploitation pétrolière. Quand on a compris ça, on est obligé d'entrer dans des considérations assez inquiétantes. C'est-à-dire que, en fait, tous ces gens, les Marchiani, les Falcon, les Guedamac, les Sirvin, etc., ces gens-là qui sont dans le pétrole,
ils sont aussi dans les ventes d'armes. C'est pour ça que l'affaire Elf est une affaire de trafic d'armes. Pourquoi, quand on parle d'affaire Elf, c'est l'affaire des frégates de Taïwan? Mais parce que c'est exactement la même chose. Tout l'argent du pétrole, une grande partie de l'argent du pétrole, passe par les paradis fiscaux. Une grande partie passe par des circuits opaques et occultes. Or, les armes, c'est la même chose. Il y a entre 25 et 50% de commissions. Tout passe par les paradis fiscaux. Et donc, puisque c'est les mêmes tuyaux, c'est les mêmes gens qui s'en occupent. Ces gens-là, ils font à la fois dans le pétrole et dans les armes. C'est d'autant plus pratique qu'il y a une partie de l'argent du pétrole qui sert à acheter des armes. Et tout ça constitue des cagnottes considérables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement les armes et le pétrole. Tous ces gens-là dont je viens de vous parler, ce sont soit des agents des services secrets, soit des honorables correspondants des services secrets. M. Falcon et M. Guedamac étaient protégés par la DST. M. Guedamac est aussi dans l'orbite de l'ancien KGB, du Mossad. M. Falcon est très proche des États-Unis. Tous ces gens-là, ils sont multicartes des services secrets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que depuis la guerre froide notamment, l'ensemble des services secrets des deux camps ont toujours eu des besoins de financement très supérieurs à ce que leur votaient les parlements. Et par conséquent, depuis toujours, ils se sont constitués des cagnottes en trafiquant, en magouillant dans le pétrole, dans les armes, mais on pourrait aussi dire les diamants, la forêt, etc. Donc vous avez une sorte de triangle. Armes, pétrole, services secrets. Et puis, en fait, quand vous regardez de près, ça va plus loin. C'est pas seulement les armes, le pétrole et les services secrets, c'est aussi branché complètement sur les circuits de blanchiment qu'on a en Afrique, à travers la Corse-Afrique des Jeux, Paris et Casino, dont on entend parler en ce moment, et qui a les mêmes comptes en banque et les mêmes circuits, très branchés sur le pétrole aussi. Parce que depuis toujours, les services secrets, dans leurs manœuvres, vous le savez bien depuis la guerre d'Indochine qui était financée à moitié par le trafic de l'opium, vous le savez bien aussi que, je l'ai expliqué sans que Pasqua n'ait jamais osé m'attaquer en diffamation, que c'est lui qui a créé la French Connection pour faire un petit peu des bonnes œuvres des services secrets, etc., etc. C'est-à-dire qu'on arrondit les angles du côté, les magots, plus exactement, on arrondit les magots du côté d'un certain nombre de trafics, drogue, faux monnayage, etc., etc. Alors, tout cela, ça constitue des sommes d'argent parallèles, de manœuvres qui permettent de renverser des gouvernements, qui permettent de faire des politiques parallèles dans un certain nombre de pays, tout à fait inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, et je vais finir par là ce que je vais vous dire sur l'Afrique avant de rebondir sur autre chose, c'est le passage de la France-Afrique à la mafia-Afrique. Parce que dans cette histoire de l'Angola, vous avez le pourboire pour Jean-Christophe Mitterrand, 13 millions, vous avez 3 milliards pour Guedamac, 3 milliards pour Pierre Falcon, et quand vous passez à Guedamac, c'est 30, 40, 50 milliards qu'on commence à entrevoir. Pourquoi? Parce que Guedamac est en quelque sorte le représentant de cette énorme masse financière que certains appellent la mafia russe, mais qui est tout simplement le pillage de la Russie qui s'est produit en l'espace de 4 ans entre 1989 et 1993. Au moment où le mur allait s'effondrer, le KGB et la nomenclature russe, en l'espace de 4 ans, ils ont bradé à 10% de sa valeur les énormes stocks stratégiques d'aluminium, d'engrais, de diamants, de pétrole et les armes de l'armée rouge qui étaient en quantité considérable. Ils les ont vendus à 10% de leur valeur pour que la différence puisse être placée dans les paradis fiscaux en Suisse et ailleurs. Et cette somme-là, ça représente 500 milliards de dollars. Avec cet argent-là, ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui les nomenclaturistes ont racheté la Russie, et ils ont racheté une partie de la Côte d'Azur, et ils ont racheté aussi une partie du pétrole en Angola. Ils ont fait un certain nombre de trafics. Ils ont même été jusqu'à racheter la plus vieille banque américaine, la Bank of New York. Alors là, les Américains ont dit stop quand même. On veut bien jouer avec vous, mais il y a des limites. On n'a pas vaincu l'URSS pour que vous veniez racheter nos banques. Donc, à ce moment-là, ils leur ont dit, mais les 10 milliards les 10 milliards de dollars d'argent du FMI, ils ne seraient pas disparus par hasard? Alors, effectivement, ils étaient disparus. Et disparus par ce circuit-là. Alors, après cette sommation, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, un mois plus tard, le FBI a reçu l'ordre d'arrêter l'enquête sur ces 10 milliards de dollars du FMI. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Guedamac, c'est, je vous ai dit,
l'ex-KGB, le FSB, la DST, le Mossad, quelques autres services encore. Il est associé à Falcon, qui est branché sur les États-Unis, et on pourrait continuer longtemps comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer depuis 3 ou 4 ans? C'est que ces nappes souterraines parallèles gérées dans l'orbite des lobbies militaro-industriels, des pétroliers et des services secrets sont en train de s'interconnecter. On a une mondialisation des phénomènes de criminalité financière ou d'argent parallèle des différentes nationalités. Et c'est ça qui est en train de se passer à travers des personnages comme Guédamac, qui est en quelque sorte le porte-parole de la masse financière russe. Donc on s'aperçoit qu'on est en train d'assister à une espèce de prise de contrôle extrêmement dangereuse, parce que la France-Afrique, qu'est-ce que c'était? C'était une raison d'État mise en place par De Gaulle avec des pratiques de voyous, des pratiques illégales de voyous. Mais quand vous avez des gens qui pendant 40 ans font des pratiques de voyous, eh bien ils deviennent des voyous. Un Sirvin, qui est un honorable correspondant des services secrets, il dit, mais j'ai de quoi faire 20 fois sauter la République, j'ai de quoi me payer toute la classe politique, ce qu'il a fait. Donc ce n'est plus la classe politique qui commande aux services secrets, c'est ces gens-là qui se mettent à commander à la classe politique. Donc tout ça est extrêmement inquiétant par rapport à notre démocratie, outre que ça contribue à détruire l'Afrique et à lui coller des dettes qui n'ont ni queue ni tête. Bon. Mais je voudrais maintenant terminer assez rapidement en passant sur l'enjeu politique majeur qui est derrière tout ça. Derrière tout ça, il y a d'abord le problème de l'accélération incroyable de la délinquance, de la criminalité financière, de la dérégulation financière, qui est en train de constituer un gouvernement parallèle du monde. Bon. Et une partie des événements récents s'explique aussi par cela. J'espère que certains d'entre vous ont lu Révélation ou la boîte noire, parce que tout ça est parfaitement expliqué là-dedans. En fait, tout cela, la criminalité financière, peut paraître mystérieux, mais ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette mondialisation négative? C'est que, autrefois, pourquoi avons-nous été capables de dilater cet espace intermédiaire, je vais y revenir tout à l'heure, de construire des biens publics en France, etc. C'est parce que quand dans un État-nation, il y a des gens qui fraudent ou qui font de l'escroquerie, la police, la justice ou le fisc a la possibilité d'aller contrôler leurs comptes en banque. Aujourd'hui, c'est totalement impossible dans le cadre de la mondialisation. Le juge Van Ruymbeck vous explique qu'un mafieux qui place 10 millions de dollars d'argent de la drogue en Suisse, à Genève ou à Lugano, en 24 heures, il crée 4 sociétés écrans dans 4 paradis fiscaux, il fait 4 virements, et si un juge vient le savoir par miracle, il lui faut 1 an et demi pour remonter chaque virement. C'est-à-dire 6 ans pour remonter ce que quelqu'un a déplacé en 24 heures. Par conséquent, on est dans un système d'impunité totale. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Aujourd'hui, la moitié des transactions financières internationales passent par les paradis fiscaux. 1000 milliards de dollars chaque année d'argent du crime rentrent dans le système bancaire, y compris dans les plus grandes banques françaises. Et dans l'envers de la dette, j'explique que les 3 des principaux établissements bancaires français, le Crédit Agricole, la Société Générale, la BNP Paribas, sont profondément impliqués dans ces mécanismes de destruction de l'Afrique. Bon. Donc, vous voyez que on est dans un mécanisme totalement dérégulé, et ce que vous explique très bien Denis Robert dans ses livres Révélation et la boîte noire, c'est que tout ça n'est pas si mystérieux que ça, qu'on peut d'ailleurs probablement lutter contre assez facilement, parce que tout ça est rassemblé dans 2 chambres de compensation mondiales, l'une à Bruxelles, l'autre à Luxembourg, qui s'appellent Euroclear et Clearstream, et que dans ces cocottes minutes de la finance mondiale, eh bien, ils ont découvert que la moitié des comptes étaient non déclarés et étaient dans les paradis fiscaux. Autrement dit, ces chambres de compensation, qui sont des coopératives des plus grandes banques mondiales, là-dedans, il y a la moitié des comptes qui sont non déclarés. Et il y a même tout un tas des opérations qui se font par des circuits parallèles dans l'informatique de ces établissements. Alors ça, c'est à la fois tout à fait désespérant, mais c'est aussi plein d'espoir. Parce que dans l'histoire des contre-pouvoirs dont je vais commencer à vous parler,
Très souvent, on a retourné comme un gant quelque chose qui avait été créé par des pouvoirs ennemis. Le Parlement qui avait été créé comme Conseil du roi a été transformé en Assemblée nationale. Eh bien, ces chambres de compensation qui gèrent la finance mondiale, il suffirait d'une volonté politique européenne pour les transformer en banque centrale sous contrôle public. Et à ce moment-là, on aurait les traces de toutes les opérations de criminalité dont je viens de vous parler, et je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer que nous sommes en train de découvrir, avec les gens qui se battent contre la dette, tout un tas d'instruments juridiques qui permettent de faire des procès à ceux qui ont accordé la dette pour montrer non pas qu'il faut remettre la dette, mais que la dette est nulle pour toutes sortes de raisons juridiques. Il y a tout un tas de précédents juridiques qui ont été trouvés et qui montrent qu'on peut tout à fait attaquer les différents éléments de la dette devant des tribunaux occidentaux et qu'on a des chances, en fonction d'un certain nombre de précédents historiques et juridiques, de pouvoir montrer que toute cette escroquerie est nulle juridiquement. Donc, là aussi, c'est l'envers de la dette. Parce qu'on ne va pas se contenter de demander la charité et l'annulation de la dette, on va pouvoir l'attaquer. Et on va pouvoir l'attaquer notamment en allant chercher les preuves de toutes les transactions dans ces chambres de compensation qui se trouvent à Luxembourg ou à Bruxelles, sauf si par hasard elles brûlent un jour, ce qui pourrait arriver. Alors, je finis simplement sur les éléments positifs, avant de vous laisser la parole, en vous disant que, dans notre histoire, on n'a pas fait que des choses négatives. En 200 ans, on a quand même été capable, et je suis obligé de caricaturer très vite pour laisser un peu de place au débat, on a été capable quand même de construire à l'échelle nationale ou européenne un petit peu de biens publics. En 1815, on avait à peu près 15% de biens publics en France sur un petit gâteau national, une petite production nationale brute. On avait un peu de police, la police, oui, une justice de classe, quelques routes, etc. 150 ans plus tard, 200 ans plus tard, on a à peu près 45% de biens publics. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un mouvement social, des luttes sociales, qui ont exigé de la dignité, qui ont demandé de l'éducation, de la santé, des retraites, du droit du travail, des congés payés, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un combat pour la dignité, qui s'est fait difficilement sur la durée, mais qui a eu pour objectif de dire, mais attention, dans la richesse qui est produite, il y a de la richesse qui est marchande, des biens privés, mais il y a aussi de la richesse qui ne doit pas être de la marchandise, qui est beaucoup trop importante. C'est-à-dire ce qui nous fait exister, ce sont des choses beaucoup plus importantes que ce qui nous fait produire. Et même aujourd'hui, il n'y a plus personne à la Banque mondiale, contrairement à ce que vous croyez, qui ose défendre le principe, ou contester le principe, qu'un peuple bien éduqué et en bonne santé est plus efficace économiquement qu'un peuple malade et analphabète. C'est-à-dire que un niveau de biens publics suffisant est absolument indispensable, y compris pour la prospérité économique. Mais pas seulement. Tous les pays qui sont classés en tête aujourd'hui en matière de développement humain, un indice statistique qui ne comprend pas que la seule richesse économique, eh bien tous ces pays ont au moins 35 à 40% de biens publics. Donc on voit bien que ceux qui se battent pour le maintien d'un haut niveau de biens publics se battent en fait pour des biens de civilisation, des biens de dignité. Ce qui fait que dans un pays, tout le monde et tout n'est pas à vendre. C'est-à-dire que le phénomène de création des biens publics a eu aussi un phénomène de dilatation, d'expansion de la richesse globale. Et contrairement à tous ceux qui prétendaient que ce n'était pas possible de payer la santé, l'éducation, les congés payés, etc., ça a développé tout un tas d'activités qui fait qu'en fait, aujourd'hui, y compris la richesse privée, est plus importante que quand on avait moins de biens publics. Eh bien, quel est l'enjeu au niveau international? Aujourd'hui, au niveau international, on a 0,3% de biens publics à l'échelle mondiale. Quelque chose de ridicule. On va devoir, de manière absolument indispensable, si on veut combattre l'effet de serre, si on veut combattre les grandes épidémies, si on veut assurer la sécurité alimentaire, une justice pénale internationale, combattre la pollution des océans, on va devoir créer du bien public à l'échelle mondiale, y compris aussi pour réguler la criminalité financière. En même temps, les deux jeunes Guinéens qui, en s'envolant dans une soute d'avion, il y a 2 ans, ont dit aux dirigeants d'Europe, nous sommes des êtres humains, nous avons droit à l'éducation et à la santé. Ils sont morts de froid, mais ils ont été enterrés comme des prophètes dans leur pays, et c'est des prophètes. Ils ont parfaitement raison. On ne pourra pas ne pas leur donner raison. C'est inévitable. Donc,
nous allons conquérir, tous ensemble, des biens publics à l'échelle mondiale. Et ça change totalement le principe de la solidarité internationale. Parce que là, ce n'est pas nous qui allons les aider à travers une espèce d'aide au développement néocoloniale, plus ou moins charitable et plus ou moins détournée. Ceux qui vont se battre pour conquérir du bien public parce qu'ils ne l'ont pas, eh bien, en fait, c'est eux qui vont nous aider. Parce que c'est eux qui vont initier un jeu à somme positive par rapport à une humanité qui aujourd'hui va droit dans le mur en confinant ses richesses à un tout petit nombre. Donc on se rend compte que la perspective d'une construction des biens publics à l'échelle mondiale, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et qui est beaucoup plus accessible que vous ne pensez, parce que nous avons dans notre mémoire le souvenir de la manière dont nous les avons conquis, eh bien, cette construction des biens publics à l'échelle mondiale renverse complètement la perspective de la solidarité internationale. Et à partir de là, j'en viens maintenant tout de suite à ma conclusion, si un Jean-Christophe Mitterrand, qui plaide son innocence dans tous les sens du terme, est capable de planquer 13 millions de francs en Suisse pour ne pas payer l'impôt, ça veut dire que bientôt il n'y aura plus que les pauvres et les imbéciles pour payer leurs impôts, c'est-à-dire pas grand monde. Qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est pas la quête à la sortie des églises, c'est le fisc. Le fisc, c'est une œuvre de civilisation. Il n'y a pas de bien public s'il n'y a pas un petit peu de solidarité collective. Qu'est-ce que c'est que les paradis fiscaux? C'est la destruction du fisc, c'est-à-dire la destruction de tout ce que nous avons conquis en 2 siècles. Donc vous voyez aujourd'hui clairement que les paradis fiscaux, ce n'est pas seulement par là que s'en va tout le sang et toute la richesse de l'Afrique, c'est aussi par là qu'est en train de se détruire tout ce que nous avons conquis de notre côté. Et par conséquent, pour ceux qui avaient un petit peu perdu leur boussole en matière militante, nous savons maintenant clairement ce que nous ne voulons et ce que nous ne voulons pas. Si nous voulons des biens de civilisation, c'est-à-dire des biens publics, eh bien, en même temps, nous savons que nous devons combattre ce qui les détruit, c'est-à-dire la criminalité financière. Voilà. Bon, je vais d'abord répondre à ces 2 questions parce qu'elles sont importantes et elles vont ensemble. Ce qui est difficile quand je viens de faire cette démonstration, c'est que je vous parle des délires de l'étage supérieur. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se battent à ce niveau-là. Il y a encore des juges intègres, il y a encore des journalistes honnêtes, etc., etc. Il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas totalement hors des règles du jeu. Même si par rapport à la justice et au droit, pour dire les choses autrement, la démocratie, c'est d'abord la capillarisation des contre-pouvoirs, c'est-à-dire le fait qu'à cet étage-là, un certain nombre de gens défendent les règles du jeu contre des gens qui les méprisent. Et évidemment, si les contre-pouvoirs disparaissent, il n'y a plus de démocratie. Or aujourd'hui, ce que j'explique dans mon dernier livre Noir Chirac, c'est que Chirac a partie liée totalement avec ceux qui sont en train de verrouiller très rapidement 2 des contre-pouvoirs majeurs qu'il y a en France, c'est-à-dire la justice et les médias, la haute hiérarchie judiciaire et la propriété progressive d'un certain nombre de médias, l'un des derniers épisodes étant le Figaro, conquis par Serge Dassault, l'héritier du lobby militaro-industriel, mais c'est pas fini. Donc on voit bien que, à la fois, aujourd'hui, on assiste à des choses qui donnent un espoir formidable. Hier, dans Le Monde, vous avez vu, nous avons créé une association avec Maître Bourdon, qui m'a défendu contre les chefs d'État, et cette association a porté plainte au nom de 7 paysans camerounais dont les plantations ont été massacrées par un exploitant forestier français. Et en fait, on en a tout à fait le droit, puisque Rougier est de droit français. Et par conséquent, nous avons créé une association pour porter les plaintes des gens qui sont victimes au Sud des sociétés françaises. Et c'est tout à fait possible.
Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le même genre. Pour la première fois, un trafic d'armes a été dénoncé par un petit juge, comme on dit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 40 ans, Maître Jacques Vergès inventait la stratégie de rupture pour défendre les Algériens colonisés qui se battaient pour leur indépendance en disant « Nous contestons radicalement la justice française ». 40 ans plus tard, Maître Vergès a changé de camp et avec les avocats des puissants, il est obligé d'inventer une stratégie de rupture pour essayer de déstabiliser les juges, Courroy, Van Humbeck ou les autres, qui sont en train de combattre les puissants. C'est quand même étonnant, c'est un signe d'espoir, ça. Quelque part, la justice aurait-elle commencé à changer de camp? Mais je pourrais vous donner des tas d'exemples. Il y a aujourd'hui tout un tas de procédures contre Sassou Nguesso, contre un certain nombre de dictateurs africains qui sont en train de naître à partir comment dire, des lois internationales sur les crimes contre l'humanité, des lois de compétences universelles, etc. Si vous voulez, le problème, ce que je voudrais vous expliquer, mais je n'ai pas beaucoup de temps, c'est que, en fait, dans la lutte entre la mondialisation mafieuse, criminelle ou des puissants et la mondialisation des règles du jeu, la première, c'est comme un moteur au kérosène. C'est-à-dire, elle part à toute allure parce qu'elle saisit les opportunités. Et en fait, les gens comme vous et moi, les gens de la société civile qui se battent pour défendre un certain nombre de choses, c'est comme un moteur au diesel. Ils démarrent avec un temps de retard, ils attendent de s'apercevoir que c'est insupportable pour réagir. Mais rassurez-vous, dans l'histoire, les moteurs au diesel vont beaucoup plus loin que les moteurs au kérosène. C'est-à-dire que quelque part, ils commencent à comprendre, et je pourrais vous donner des milliers d'exemples, ils commencent à saisir les mécanismes, et à ce moment-là, la situation se retourne. Regardez tout ce qui s'est passé autour des paradis fiscaux. Il y a 3 ans, on aurait parlé des paradis fiscaux. Il y a à peine un Français sur 10 qui savait ce que c'était. Dans 2 ans, on fait un référendum en Europe pour ou contre les paradis fiscaux. En partie grâce à vous, on gagnera le référendum contre les paradis fiscaux. J'en suis sûr. Parce que leur nocivité est en train de se connaître de plus en plus grâce à des organisations comme ATTAC, dont nous sommes cofondateurs, qui font un travail assez formidable à ce sujet. Je prends par exemple le problème du scandale du non-soin des Africains malades du sida. Bon, tout le monde pensait qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. Le lobby pharmaceutique, c'est sans doute l'un des lobbies les plus puissants au monde en termes de corruption. Et il y a 3 ou 4 petites associations qui ont dit, mais si on prive les Africains de médicaments, ça veut dire que le lobby pharmaceutique est un marchand de mort. Et ils ont dit, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort. Mais le lobby pharmaceutique, c'est un fonds de commerce. Si lui, dont le fonds de commerce est marchand de vie, on lui dit marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il recule, il recule, et il n'a pas fini de reculer, il a commencé de reculer. On a trouvé la faille, parce qu'on a trouvé la faille dans le double langage. Autrement dit, les armes pour lutter, les armes du moteur diesel, sont beaucoup plus importantes que vous ne l'imaginez, et il n'y a pas lieu de désespérer, et je vous assure qu'il y a, en matière de justice, des tas d'armes. Le comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde a trouvé quelque chose de formidable. En 1898, en droit international, il y a eu un jugement où les États-Unis ont empêché Cuba de rembourser sa dette à l'Espagne, parce que l'Espagne avait installé une dictature à Cuba, et les États-Unis ont dit c'est une dette odieuse, illégitime, parce qu'elle a été contractée par une dictature. Mais si on applique ce principe de droit international, il y a beaucoup de pays africains qui vont vite être libérés de leurs dettes. Or, c'est les États-Unis qui ont mis le précédent en avant. Donc, on a quand même quelques armes juridiques. Et je pourrais vous en citer des quantités comme ça. Donc, il ne faut pas du tout jeter le manche avant la cognée. Il faut se dire, on a démarré plus tard, mais regardez le forum de Porto Alegre, le forum de Davos. C'est vraiment le concentré de l'étage supérieur. En 2 ans, Porto Alegre a ridiculisé Davos. Et c'est pas fini. Donc, il ne faut pas désespérer. Ben, je vais d'abord répondre à ces 2 questions, parce que c'est plus facile en s'en souvenant. D'où vient l'information? L'information, elle est accessible. Même les services secrets vous disent qu'il y a 90% de l'information qui vient des sources ouvertes. Il suffit de faire un travail de chercheur d'or, de dépouiller l'ensemble de la presse française et étrangère. Alors la presse française, il y a une bonne partie des informations, mais vous savez, c'est comme certains poissons dont raffolent les Japonais. Quand vous connaissez bien les désinformateurs, c'est souvent là qu'il y a la meilleure information. Donc il suffit d'isoler le poison et on trouve un certain nombre de choses. Donc vous avez toute la presse française, toute la presse étrangère qui n'a pas du tout les mêmes biais que la presse française,
Pas toujours. Et puis, on peut se constituer au fur et à mesure un certain nombre d'amis à travers le monde, journalistes, experts, défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, depuis 10 ans, il y a des milliers d'Africains qui sont venus nous dire ce qui se passait chez eux et qui ne pouvaient pas publier. Et quand on croise ces 4 sources, on arrive à se faire une idée assez précise quand même de la situation. Sur les causes internes, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça parce que j'étais tellement pressé d'arriver à la fin que j'ai oublié une précaution oratoire que j'utilise chaque fois, c'est de dire que je n'allais pas beaucoup parler des causes de la responsabilité des Africains dans cette situation, non pas qu'elle ne soit pas aussi importante, mais parce qu'on vous en parle tout le temps, et qu'il me semblait utile de faire l'information sur dont on ne vous parle pas, c'est-à-dire les responsabilités de l'extérieur. Mais ce serait évidemment une forme de néocolonialisme à l'envers que de dire que les Africains n'ont pas une part importante dans cette situation. Alors, à ce propos, je voudrais dénoncer 2 armes extrêmement importantes, 2 armes idéologiques très importantes du néocolonialisme en Afrique. Et une troisième. La troisième, c'est le mépris, mais j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui opèrent ces manœuvres de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique, ils ont un mépris incroyable de l'Afrique, un mépris invraisemblable. Ils disent l'Afrique c'est une page blanche, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de créativité politique et culturelle, etc. Ce qui est une connerie monumentale, c'est quand on connaît l'histoire de l'Afrique, mais en même temps, il y a un certain nombre d'Africains qui finissent par le croire. Et ça, se libérer de l'effet miroir de ce mépris, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point, c'est que je vous ai expliqué qu'après la colonisation et l'esclavage, l'Afrique a hypertrophié ses solidarités de proximité. Elle doit reconstruire l'étage des règles du jeu et de l'échange et l'étage de son accès à la société monde. Or, il y a 2 idéologies qu'on inculque à l'Afrique et qui l'empêchent en permanence de sortir de là, qui la font retomber là-dedans. C'est l'idéologie qui consiste à dire la fatalité de la corruption. Parce que s'il y a fatalité de la corruption en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité possible hors de la famille immédiate et du clan, donc que l'Afrique n'est pas capable de reconstruire des règles du jeu, et que par conséquent elle est condamnée à être toujours dépendante et à rester enfermée dans son rez-de-chaussée. Or, il y a tout un tas de gens qui vous disent « la corruption c'est pas grave, c'est naturel, etc. etc. » Vous savez très bien que quand je dirais, ce que l'Afrique a de valeur et de tradition, ce n'est pas le pillage, le mensonge, etc. On apprend autre chose. Mais après ça, on vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner à l'étage supérieur sans la corruption. Tant que les Africains ne combattront pas la corruption en se disant, ce langage de corruption, c'est un langage néocolonial parfait, eh bien, il y aura beaucoup de mal à en sortir. J'en ai beaucoup discuté avec les Sénégalais qui ont réussi à renverser un système illégitime, mais maintenant, ils sont confrontés à leurs propres problèmes. Comment ils vaincent la corruption? Parce que s'ils restent dans la corruption, ils ne s'en sortiront pas. Et le deuxième langage idéologique, c'est le langage de l'ethnisme. On vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des solidarités ethniques. Mais si vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des solidarités ethniques, c'est que vous n'êtes pas capable de mettre en place des règles du jeu qui permettent de les dépasser. Au Congo-Brazzaville, où il y a eu, pendant les 10 premières années, quand même un véritable effort d'indépendance. Il y a eu des syndicats qui se sont créés, par exemple. Ces syndicats étaient naturellement nationaux, transethniques. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent détruire les syndicats pour faire un syndicat par ethnie. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on enferme le pays complètement au rez-de-chaussée. Il n'en sortira plus. Donc, vous voyez bien que le langage qui enferme les gens dans la fatalité de l'ethnisme ou la fatalité de la corruption est le meilleur outil du néocolonialisme pour maintenir ces pays dans la dépendance. Alors sur le lien, ce lien je le fais dans le dernier ouvrage Noir Chirac, justement le lien entre l'approche de Dominique Lorenz et l'approche de la France-Afrique. C'est en fait le lien des stratégies de la guerre froide. Mais je n'ai pas le temps de développer ici. Disons que je préfère vous inviter à le lire parce que ce serait trop long. Je mets 100 pages à expliquer tout ça, donc ce serait vraiment trop long. Mais ce que je décris pour le pétrole est vrai de toutes les matières premières. C'est vrai du scandale abominable de la destruction des forêts
équatoriale, c'est vrai des diamants, bien sûr, c'est vrai de l'uranium, c'est vrai du cacao, c'est vrai de... je ne sais pas, moi, j'en oublie. Donc, ce système de pillage de la rente, c'est vrai de la pêche, par exemple, dans des proportions scandaleuses. Bon. Donc ce système-là, il s'applique à toute l'exploitation rentière des richesses de l'Afrique. Et la deuxième question, c'était... Oui, sur le tribunal pénal international, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont sceptiques, mais nous nous battons énormément. Non pas, je ne parle pas du tribunal pénal international de La Haye ou tout ça, je parle de la Cour pénale internationale qui va démarrer à la fin de l'année. Bon. Il faut savoir quand même, en termes de biens publics, c'est quelque chose d'essentiel. Quand il y a eu, en 1945, la réaction du monde entier après le génocide des Juifs, plus jamais ça, les pays ont été obligés de réunir la Convention de Genève contre le génocide. Et en même temps qu'ils mettaient en place cette Convention de Genève contre le génocide, ils envoyaient leurs meilleurs juristes pour la rendre inapplicable. Et donc la société civile, pendant 40 ans, a remonté la pente, et tout un tas de gens se sont battus pour qu'on rende applicables les conventions de Genève, et finalement, il y a eu la création d'une Cour pénale internationale qui va bientôt démarrer, et que la France-Afrique a combattu avec la dernière énergie, et que les États-Unis combattent. Donc tout ça, c'est plutôt bon signe. Pourquoi je n'ai pas, comment dire, je ne suis pas sceptique par rapport à la Cour pénale internationale? Parce que je crois à l'auto-évolution des institutions. C'est-à-dire que quand on crée une institution, au début, elle est très imparfaite. Quand on a créé la justice républicaine en France, vous croyez qu'elle ne privilégiait pas les riches? Elle commence toujours de manière imparfaite. Mais quand vous créez ce genre d'institution, peu à peu se décline un langage qui s'appelle le droit, et peu à peu, on peut contester le droit, parce qu'on n'est plus tout à fait dans l'arbitraire, on est dans des procédures écrites, des procédures visibles, et donc, au lieu, si vous voulez, pour résumer, c'est un peu le sous-titre de mon dernier bouquin, c'est secret et impunité. L'impunité va avec le secret. Tout ce que je vous développe ici, c'est une perspective de biens publics. Les biens publics, ce n'est pas seulement des biens pour tout le monde, c'est des biens qui se débattent en public. Et par conséquent, une justice même imparfaite, elle se débat en public. Et quand vous êtes en public, vous gagnez déjà beaucoup de choses, parce que quelque part, vous pouvez combattre l'impunité. Et pourquoi j'écris Noir Chirac? Parce que Noir Chirac est au cœur d'un certain nombre de mécanismes secrets qui lui valent toute son impunité. Et donc, l'enjeu principal, avant d'obtenir des choses, c'est de se battre contre tous les systèmes d'oligarchie qui veulent faire fonctionner l'économie et la politique dans le secret, sans parler du militaire. Alors je voudrais vous dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous dites, c'est exactement le même constat que nous faisons. Je constate, je crois que vous êtes un peu plus de 200 aujourd'hui. Il y a 3 ou 4 ans, il y aurait eu 15 personnes. Si vous voulez, nous devons vaincre en France quelque chose de terrible. Les Français n'ont pas plus envie de savoir les crimes qui ont été commis par la France en Afrique, des crimes abominables depuis 100 ans, que les Autrichiens de savoir qu'il y avait proportionnellement plus de nazis en Autriche qu'en Allemagne. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une protection extraordinaire de l'ensemble des médias, de la classe politique, mais aussi des citoyens contre les mauvaises nouvelles. Je suis en train de vous apprendre des mauvaises nouvelles. Et dans un premier temps, ça fait mal d'apprendre des mauvaises nouvelles. Après ça, on a envie de se battre. Mais personne n'a envie de franchir cette étape. Donc, nous avons dû lutter pendant 10 ans contre une résistance sourde de tout un tas de gens qui voulaient dire tout ça, ça n'existe pas. Nous avons été capables d'imposer le concept France-Afrique. Aussitôt, quelques journalistes bien payés ont été envoyés dans les journaux pour dire la France-Afrique c'est fini depuis 5 ans ou 10 ans.
De même que Chirac vous dit en 1995, les financements politiques c'est fini depuis 1990, en 2000 il vous dit c'est fini depuis 1995, et en 2005 il vous dira c'est fini depuis 2000. Bon, eh bien on vous dit la France-Afrique c'est fini, alors que ça dure plus que jamais. Mais ce que je remarque, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de savoir et qui commencent à sentir, comme vous le disiez très bien, que ce n'est pas seulement le malheur des Africains qui est en train de se faire, c'est notre propre malheur. Comment pensons-nous que par rapport à un continent qui va bientôt compter 1 milliard d'habitants, nous pourrons avoir des relations pacifiques si nous continuons de vendre à l'Afrique ce que nous avons de pire en termes de voyoucratie? Bon, je crois que c'est de l'ordre de l'évidence. Mais je vais les nommer, je vais vous le dire, puisque j'en mets un chapitre complet dans Noir Chirac, il y a toute une partie qui traite de ça nommément avec tous les gens. Bon. Donc si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Tous les dictateurs. Certains furent sensibles au Grand Orient, oui, avec Christian Mutfi, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GLNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les 3 chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. Il y a une difficulté importante, et là je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle positif très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est fait à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Barouin, il y a eu récemment Guglielmi, etc., etc. Et comme vous l'expliquez, l'ancien patron de la DGSE, M. Marion, a dénoncé un système... Excusez-moi, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Tous ces enjeux sont profondément liés. Et nous avons créé, il y a 1 an et demi, une association qui s'appelle Bien Public à l'échelle mondiale, qui a fait un travail pluridisciplinaire tout à fait remarquable pour montrer comment, ce que je vous expliquais au début, dans notre mémoire de l'humanité, on sait qu'on est capable de conquérir du bien public par un espèce de moteur à 3 temps. C'est-à-dire qu'on démarre par un bien désirable, c'est-à-dire qu'un bout d'humanité considère qu'il y a quelque chose qu'on doit absolument avoir ou qui est insupportable. Par exemple,
l'absence de soins pour les malades du sida, ou à un moment donné, le besoin de pouvoir donner l'éducation aux enfants, etc. Il y a un bien désirable. Et à ce moment-là, il y a un mouvement désirant qui se constitue pour le réclamer. Ce mouvement désirant, il est constitué à la fois des gens qui n'ont pas ce bien, et puis d'un certain nombre de gens qui disent oui, ce serait bien qu'il y ait ce bien. Et ces gens-là, ils constituent une alliance au début tout à fait imparfaite. C'est les petits mouvements dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont secoué le lobby pharmaceutique. Ces gens-là, ils disent il faut trouver un débiteur du bien public. Qui c'est qui va nous donner ce bien public? Alors, dans un premier temps, dans notre histoire, mais c'est encore vrai aujourd'hui, tous les débiteurs, ils disent c'est pas moi, c'est l'autre. J'ai pas les moyens. Vous demandez à la Banque mondiale, ils disent c'est pas moi. Le FMI dit c'est pas moi. L'ONU dit c'est pas moi, etc., etc. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On repart pour un tour. Le bien devient de plus en plus désirable parce qu'il n'est toujours pas là et les gens le veulent. Le mouvement désirant, il commence à trouver des astuces, des failles juridiques, politiques, etc., etc. Et puis, il commence à tailler des croupières aux débiteurs qui n'en veulent pas. Ça repart 3-4 tours comme ça. Et puis finalement, à un moment donné, le mouvement désirant, il coince un débiteur. Le débiteur, il peut toujours pas, mais le mouvement, il est tel qu'on va lui en donner les moyens. Quand, au bout d'un long processus, on a dit il faut la santé, il faut la sécurité sociale elle n'avait pas les moyens, mais comme on lui a dit c'est vous la sécurité sociale qui allez le faire, on lui a donné les moyens. Donc tous ceux qui prétendent qu'on ne peut pas conquérir les biens publics parce qu'il n'y a pas de débiteur qui ait les moyens se trompent, parce qu'en fait, le débiteur a les moyens le jour où le mouvement désirant est devenu assez fort pour les lui donner. Et donc, c'est exactement ce type de travail que nous sommes en train de faire, et nous sommes en train d'ouvrir 5 chantiers sur les questions du climat, les questions de la santé, justement, les questions de la justice pénale internationale, les questions du droit maritime, la circulation des mers, et les questions de l'accès au crédit et de la monnaie, parce que la monnaie est un bien public quand on voit la manière dont aujourd'hui elle est mise entre des circuits criminels. Et par conséquent, ce qui nous apparaît maintenant, c'est qu'en fait tous ces combats, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont la même cible. Que ce soit les problèmes de farine animale, que ce soit les problèmes du lobby pétrolier qui refuse de lutter contre l'effet de serre, que ce soit les problèmes de destruction des forêts, c'est toujours la criminalité financière et la dérégulation qui est derrière. Et par conséquent, on peut tout à fait mener des combats communs. L'ethnisme, c'est d'abord la manipulation de l'ethnisme. Un tas de gens qui développent des discours ethnismes, y compris au Rwanda ou ailleurs, n'y croient pas. Mais c'est simplement que c'est une arme politique redoutable pour conserver le pouvoir. Et cette arme politique, elle a été très souvent utilisée par le colonisateur. L'IOT enseignait à tous ses disciples comment dresser les ethnies les unes contre les autres. Donc l'ethnisme, c'est d'abord une manipulation, très souvent. C'est une manipulation pour obtenir le pouvoir. Mais d'autre part, le découpage des frontières a été aussi une manipulation ethnique. C'est-à-dire le fait que ces frontières soient mal taillées, c'était également pour rendre ces pays ingouvernables. Mais en même temps, si vous vous souvenez de tous les leaders indépendantistes du début, ils étaient tous panafricains. Et aujourd'hui encore, les plus éminents esprits qui se battent contre ces problèmes, avec lesquels on peut discuter, ils sont tous persuadés qu'il n'y a pas d'avenir en dehors du panafricanisme, ou tout au moins d'un débordement considérable des petits pays qui ont été créés pour être invivables par le colonisateur. Si vous regardez le début de l'histoire, les Olympio, les Kwame Nkrumah, les Umniobé, etc., tous ces gens-là, ils étaient panafricanistes, et c'est Focard qui s'est battu avec Houphouët pour diviser ces pays en tout petits morceaux. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez que dans un élan de sagesse inattendu, l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, anglophones et francophones, ont décidé de créer une monnaie commune, Focard doit se retourner dans sa tombe. Bon, je pense que ça, ce sont des choses qui vont tout à fait dans le sens de la reconquête de l'accès de l'Afrique à l'économie monde. Ça suppose de dépasser les micro-États. Mais justement, si vous voulez, c'est tout l'enjeu, et je voudrais finir par ça, c'est que aujourd'hui, le néocolonialisme a pris au moment de l'indépendance des gens qui étaient ici,
fonctionnant en clan ou en famille, pour les mettre ici et pour fonctionner exactement de la même manière, en court-circuitant complètement l'émergence des contre-pouvoirs. Et chaque fois qu'il y en a qui sont apparus, on les a plus ou moins éliminés. Ce n'est pas un hasard si dans ces États rentiers, gouvernés par des clans, chaque fois qu'il y a des gens qui veulent créer de la richesse économique ou des activités, l'administration fait échouer la création d'activités parce qu'un développement productif suscite des contre-pouvoirs des classes de travailleurs et d'entrepreneurs qui ne dépendent pas de l'État. Donc aujourd'hui, la bataille centrale pour développer, je dirais, les indépendances africaines, c'est la bataille qui consiste à développer à tous les niveaux les mécanismes de solidarité et de construction économique, sociale et politique à cet étage-là. C'est cet étage-là, l'étage des valeurs. Si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, le travail essentiel en Afrique, c'est un travail politique, historique, anthropologique, etc. C'est que les Africains discutent, débattent, ils essaient de dire quelles sont nos propres valeurs, qu'est-ce qui va nous permettre de reconstruire, qu'est-ce que nous avons en nous qui nous permet de refuser la corruption, qui nous permet de bâtir des règles du jeu où nous nous reconnaissons, qui ne nous sont pas imposées. Et personnellement, je pense que si les Africains font cela, ils vont apporter énormément au monde. On dit toujours il n'y a pas de contre-pouvoir en Afrique, il y a des chefs, etc. Mais quand vous regardez les chefs, la tradition africaine, il y a une sophistication des contre-pouvoirs, de capacité d'empêcher le chef de délirer, tout à fait extraordinaire. Pour moi, il y a autant de réserves d'inventivité politique dans les traditions africaines qu'il n'y a de réserve pour les médicaments du futur au XXIe siècle dans les forêts africaines. Je crois tout à fait que l'Afrique va être capable d'inventer des formes de démocratie, des formes de contre-pouvoir, de légitimité, de solidarité et d'échange qui vont nous apporter beaucoup. Mais pour qu'elle y arrive, la première condition, c'est qu'elle ait confiance en elle-même. Ça, c'est un ballon, ça ne fonctionne qu'en la confiance. Si les Africains n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils ne seront pas capables de déployer tout ce qu'ils ont et qui vont leur permettre de construire ces étages dont ils ont montré dans le passé qu'ils étaient parfaitement capables de les construire. Alors, moi, excusez-moi. Oui, je voudrais simplement, pour terminer aussi, féliciter une maison marseillaise, Agone, qui s'est lancée dans la publication très courageuse des dossiers noirs, car il faut un certain culot pour publier cette littérature. Excusez-moi, je voudrais juste donner le titre de